bonjour mes amis. Cette fois-ci, presque tout le monde est là, sauf Christian, qui voyage, et qui n'est pas là. Et puis notre ami Eddy, qui sera là la semaine prochaine. Mais en tous les cas, nous avons Daniel Marceline. Enchantée, bonsoir et contente de retrouver mes petits camarades. Nous aussi. Emmanuel. Bonsoir Gérard. Et puis l'inénarrable Frédéric. Bonsoir à l'équipe, je suis très contente de vous retrouver. Merci beaucoup. Et d'ailleurs, c'est toi qui vas ouvrir le feu avec un sujet carré sur l'éducation, l'évaluation des résultats. Oui, alors l'évaluation des résultats de cette année, c'est une évaluation qui est très encourageante puisqu'elle nous montre que, en dépit du fait que dans notre académie, qui est quand même la meilleure des académies ultramarines en termes de résultats, il faut s'en féliciter, mais très loin derrière les résultats de l'Hexagone. Nous avons 50%, nous rappelle la rectrice, Madame Nathalie Mons, nous avons 50%, on dit Mons, Madame Nathalie Mons, oui. Nous avons 50% de jeunes qui sont affectés à l'éducation prioritaire, ce qu'on appelle les zones REP+. Et en somme, vous connaissez très bien cette systémique qui est celle qui est communément appelée la voie de garage. À partir de la seconde, il y a une affectation, soit en lycée général et technologique, soit en affectation professionnelle. Et il s'avère que très peu, par rapport à la moyenne des autres lycées en affectation professionnelle, obtiennent le bac avec des décrochages très importants. D'accord ? Donc le sujet, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut amoindrir ce taux et pouvoir qualifier pour que le moins de jeunes subsistent sans formation. Et il y a pour cela deux leviers. Alors juste un chiffre, 33% des élèves quittent le lycée professionnel sans diplôme, un taux bien plus élevé que dans les autres filières. Donc il y a deux leviers qui ont été mis en place pour cette amélioration et je les trouve tout à fait intéressants et ils ont un point commun, je crois. Le premier levier s'appelle J'enseigne au CP. Et J'enseigne au CP, c'est de pourvoir une formation plus étendue à chacun des étudiants, à chacun des professeurs, et de pouvoir aussi leur accorder un coaching. C'est-à-dire que quand vous sortez de votre CAPES, de vos diplômes divers, vous n'avez pas nécessairement ce management, cette éducation de pouvoir avoir la relation à l'autre, l'éducation relationnelle. Et ces coachs aident les enseignants à pouvoir manager leurs jeunes. Et il s'avère que ce levier, J'enseigne au CP, cette formation étendue, cet accompagnement terrain quand même, c'est une centaine d'heures qui est pourvue, ce n'est pas gadget par enseignant, relève le niveau et relève surtout le management et le rapport à leurs jeunes. La deuxième chose, ça s'appelle 100% lecteur. J'ai pensé à toi, Daniel. C'est un projet sur les pas d'Aimé Césaire. C'est un projet qui est déployé du CM1 au lycée professionnel et qui, sous l'égide, sous le parrainage d'un artiste, d'une ambassadrice ou d'un ambassadeur de la culture, Colette Césaire, peut-être pas qu'écrivain, la prochaine session ce serait que M. Patrick Chamoiseau, mais en tout cas, cela permet en fait de prévenir l'illettrisme plus généralement dans toutes les équipes et ce qui est déployé, c'est quand même assez important. L'expérimentation concerne 13 écoles, 16 collèges et 4 lycées professionnels pour pouvoir, sous l'égide d'un parrain, d'une marraine, prévenir l'illettrisme. Et ce deuxième levier-là est notoire puisqu'il permet cette amélioration des performances en éducation prioritaire. Donc finalement, le fil rouge de tout cela, ça ressemble un petit peu au sujet que tu m'avais donné sur je ne sais pas si tu t'en rappelles, sur le développement durable, sur la conscientisation écologique. Il y a l'éducation, que ce soit il y a l'éducation pour les jeunes et il y a la formation pour les diplômés, les adultes et professeurs. Mais le fil rouge de cela, c'est ce rapport. Cette éducation, elle est globale, bien sûr, mais c'est ce rapport de personne à personne, que ce soit dans les coachings des enseignants ou que ce soit dans le suivi pour l'illettrisme de ces jeunes. Et ce retour au rapport de personne à personne, d'individualité. Oui, il faut des classes, on ne peut pas se permettre d'avoir tout le temps un enseignement individuel, mais il faut aussi pouvoir prendre chacune des personnes dans son individualité pour pouvoir s'en occuper et pouvoir lui apporter des réponses très particulières. Combien de jeunes ont décroché parce que l'éducation était globale, était inadaptée? Pourtant, c'est la machine. Donc, je trouve que là, il y a un vrai effort, certes éducation nationale, processée, globale, mais en même temps, avoir des coachs, des personnes qui permettent sur le côté de pouvoir apporter des réponses, encore une fois, personnalisées, adaptées à chacun. Et c'est peut-être ça le bon équilibre, puisque les résultats le disent.
Ce que tu dis est intéressant parce qu'en fait, on a un système qui ne peut pas être autre que le système français avec des écoles, des collèges, des lycées, des professeurs, des enseignants, beaucoup d'argent, de gros salaires, des 40% autrement dit pour ces personnes-là, un taux de scolarisation élevé dans le département, et puis le phénomène entonnoir qui conduit inexorablement vers du chômage, du non-emploi, de l'inadéquation des formations à la réalité économique. Alors, on sait bien qu'ils soient un peu plus efficaces et qu'ils fassent ces programmes 100% lecture, des choses comme ça, parce qu'effectivement, ça a des résultats. Et c'est établi, je ne mets pas ça en doute. Mais moi, je reste persuadé qu'il faut vraiment des états généraux de l'éducation, parce que il faut voir si les formations elles-mêmes sont adéquates. Est-ce qu'elles correspondent aux besoins de l'entreprise? Est-ce qu'on demande aux entreprises si les formations qui sont mises en place correspondent aux besoins de l'économie? Est-ce que c'est toujours cette question du rapport entre le monde économique et puis le monde politique? Une grosse machine qui fonctionne, un petit peu comme un bateau un peu aveugle, qui enseigne des choses très fortes avec des résidus, beaucoup trop de résidus pour les investissements. Et ça m'inquiète parce qu'il y a un chômage persistant chez les jeunes, notamment ces jeunes qui n'ont ni emploi, ni diplôme, les NEET, enfin je ne sais pas comment on appelle ça, les NEET, oui. Et c'est bien de faire, c'est bien, c'est un début, mais il faudra sérieusement que globalement on pense à l'éducation dans ce pays-là, parce que c'est la source de tout, c'est la source du complotisme, parce que c'est un manque de réflexion, d'analyse, du sens de la synthèse, c'est un manque de connaissances en histoire, c'est un manque de beaucoup d'éléments conceptuels qui font que ce pays pourrait vivre mieux si la jeunesse a été formée à l'aune des besoins du pays. Bon, ce sont des propositions que nous faisons humblement, hein, on donne de leçons à personne, mais il faut vraiment y penser. Rapport sénatorial sur l'outre-mer, un choc régalien. Moi, j'ai bien aimé ça, un choc régalien pour restaurer l'autorité de l'État. C'est ce que les sénateurs, le Sénat tire la sonnette d'alarme et demande au gouvernement de prendre ça sérieusement au sérieux pour nos territoires ultramarins. À toi, Daniel. Oui, alors la délégation aux Outre-mer, ça a été institué en 2011, au lendemain de 2009. Et en fait, régulièrement, cette délégation fait des rapports. Et donc, en début d'année 2025, la présidente et les deux rapporteurs, dont Victorin Lurel, sénateur de la Guadeloupe, ont présenté ce rapport sur tu dis un choc régalien. En fait, ils se disent ce n'est pas possible que les Outre-mer, quels qu'ils soient, quel que soit le bassin dans lequel ils se trouvent, aient des problèmes. C'est qu'il y a donc il y a le constat et puis il y a les outils et la remise en question déjà, la remise en question et les outils. Alors ce qui est intéressant, j'ai trouvé dans ce rapport, c'est que c'est un choc régalien, mais en même temps il y a une appréciation qui est de territorialiser en quelque sorte les pouvoirs. Et ça, c'est une approche qui m'a paru un peu nouvelle. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Les grands points du constat, c'est l'augmentation de la criminalité, les narcotrafics, la violence, la violence intraconjugale, ce qui vient, ça c'est endogène, mais ce qui vient également de l'extérieur, c'est-à-dire les problèmes aux frontières, les attaques cyber, etc. Donc tout ça, face à ça, il propose, il y a à peu près 38 recommandations qui sont faites. Et les recommandations sont, c'est pas seulement une augmentation des moyens. Ouais. Certes, il y a ça, mais c'est pas que. Alors, s'agissant du préfet, puisque quand on parle des pouvoirs régaliens, c'est-à-dire qu'on voit ce qui est de la compétence de l'État. Déjà, il propose, donc c'est vrai, de renforcer c'est pas tant les pouvoirs que les compétences du préfet. C'est-à-dire que dans le rapport, on considère que le préfet devrait pouvoir, sur certains points, décider sans avoir forcément à en référer à Paris. Que le préfet devrait pouvoir, en matière de coopération judiciaire, pouvoir avoir des contacts au niveau de son bassin, chaque territoire. En ce qui concerne, moi j'ai trouvé intéressant une proposition qui consiste à augmenter les moyens financiers et la possibilité pour le préfet de pouvoir les utiliser pour des questions innovantes ou bien pour pouvoir augmenter
les capacités sur, par exemple, les questions techniques, des questions d'enquête, etc. Ensuite, le préfet pourrait, dans le rapport, pourrait demander à avoir des renforts, que ce soit en matière de brigades, mais également en matière de plateforme, directement. Propre chef. De son propre chef. Et donc tout ça, on a l'impression, enfin dans les propositions qui sont faites, ça recentre les pouvoirs du préfet. En fait, les sénateurs disent l'État a une compétence régalienne, occupez-vous-en, mais occupez-vous-en totalement. Sérieusement. Totalement. Mais en même temps, ils proposent qu'on territorialise un certain nombre de choses et qu'on donne plus de pouvoir. Ils vont même jusqu'à, alors ça ne concerne pas la Martinique et la Guadeloupe, ça concerne Mayotte et la Guyane, à modifier le code de procédure pénale. Ça va loin dans les propositions qu'ils font. Ils demandent qu'il y ait plus... Mais ça coûte pas cher. Ah, mais c'est une... Non, si, parce que c'est un état d'esprit qui change. C'est ça. En considérant que, d'une part, c'est une petite musique qu'on entend depuis un moment. Chaque territoire a sa propre expérience. Moi, j'ouvre une parenthèse, je fais l'expérience pour le foncier au niveau du GIP. Quand on adopte une loi qui est générale pour les Outre-mer, c'est une catastrophe parce que ça correspond à une demande, mais ça ne correspond pas aux autres territoires. Donc là, il y a une vraie prise en compte des besoins de chaque territoire. Ensuite, il propose dans une des recommandations qu'on donne qu'on accorde plus de compétences et de pouvoir aux maires, parce qu'on considère que sur le terrain, c'est eux qui sont l'élus de proximité, donc pour pouvoir combattre la violence. Donc, moi, je trouve que l'approche me paraît novatrice. La question qu'on peut se poser, c'est de savoir, mais est-ce que ce sera un rapport de plus ? Et moi, je trouve dommage parce que ce rapport, si tu nous le donnes, ça veut dire ceux qui nous écoutent sauront qu'il y a ce rapport. Mais quelle est la communication qui est faite sur ces rapports qui concernent l'outre-mer ? Alors bien sûr, mais je trouve qu'il devrait y avoir des vrais débats citoyens qui devraient être organisés. Alors Catherine Conconne, quand elle a fait venir un sénateur sur la question du narcotrafic, donc il y a effectivement eu une communication là-dessus, tu y étais je crois, il y a eu une communication là-dessus, les médias ont fait l'écho. Mais ce type de rapport n'est pas suffisamment débattu dans l'ensemble de la société. Et surtout, qu'est-ce que l'État va en faire ? Parce que ce n'est qu'un rapport sénatorial. Un rapport de plus. Oui, et donc pour l'État, mais moi, l'État qui manque de cohérence, me semble-t-il, dans la politique publique qu'il a à l'égard des Outre-mer, je pense qu'il aurait tout à fait... il n'a pas besoin de prendre à la lettre, mais je pense qu'il ferait bien de s'inspirer, parce que là, au moins, il y a une cohérence dans une politique ultramarine qu'on n'a pas dans la politique à l'heure actuelle au niveau gouvernemental. Ce que j'aime bien avec les rapports sénatoriaux ou de l'Assemblée ou de l'Assemblée nationale, c'est qu'ils ont à leur disposition des moyens, des juristes, des techniciens, des chercheurs, et quand ils pondent, enfin, quand ils produisent un rapport, il est très motivé. Oui, c'est sérieux. Ouais. Oui, parce qu'ils ont auditionné plus de 200 personnes. C'est un travail de fond, tu as raison. Alors moi, j'ai appris des choses. 4% de la population française vit en Outre-mer, mais ces territoires concentrent 30% des homicides. C'est chaud, 4%, 30%, et 50% des vols à main armée. Le taux d'homicide atteint 20 pour 100 000 habitants en Guyane, contre 1,3 en les 10 métropoles, je veux dire en France, ou dans l'Hexagone si vous préférez. La surpopulation carcérale dépasse 270% à Mayotte. Comment dire que les gens vivent bien dans ce pays-là quand ils sortent de prison, la surpopulation est à 2,7 fois supérieure. L'immigration clandestine est particulièrement forte, on le sait. Plus de 50% d'étrangers à Mayotte, on le sait. 50% d'étrangers, il y a une population, la moitié de la population elle est étrangère. Dis ce que tu veux, moi je ne donne pas mon avis sur ça, je ne dis pas qu'il faut les garder, pas les garder, mais ça crée nécessairement des problèmes. Et un tiers en Guyane. Ça, je ne savais pas que c'était à ce point. Les Brésiliens ? Un tiers en Guyane. Ah non, mais il n'y a pas que les Brésiliens. Non, mais je ne sais pas si vous vous souvenez des tentes qui étaient plantées avec des gens qui venaient de Libye, d'Irak, d'Afrique du Nord. Alors, moi, je pense que... Alors, c'est une question de gros sous, parce qu'il faut des forces de police, il faut de gendarmerie, il faut des magistrats, il faut des greffiers. Je crains que la France en l'État ne soit pas capable de faire face à ça.
Quoique c'est ça la réalité. Et avec des chiffres comme ça, pour renverser la tendance, ça va être excessivement difficile. Et je suis assez inquiet. En tous les cas, ce rapport a eu pour, ne serait-ce qu'à notre niveau, a eu pour intérêt de nous sensibiliser plus qu'avant, quand on parle de sécurité. On dit oui, les jeunes ne reviennent pas parce qu'ils ne se sentent pas en sécurité ici et tout. Mais c'est une réalité. C'est une réalité que tu peux te balader à Paris. Si tu ne fréquentes vraiment pas les quartiers très très Pas chauds, partout, hein. Pas pareil, c'est hein. ce que j'ai dit, pas les quartiers très très chauds, tu es relativement, je ne vais pas citer l'exemple personnel, mais bon. En tous les cas, on demande, comme tu l'as dit, un appel, c'est un appel qui a été lancé, un appel urgent au gouvernement. J'espère qu'ils entendront ce message. On peut supposer que seul sur le point des narcotrafics, uniquement parce que ça arrive sur leur territoire, le territoire hexagonal. Voilà. Donc là, je pense que là, l'accent sera mis sur la lutte contre les Tu as narcotrafics. raison de signaler ça. D'autant plus que je ne pense pas que ça soit énorme comme moyen. Il faut des radars. Oui. Non, mais parce que non, il faut des moyens à la mesure du trafic. Oui, mais le trafic, il est colossal. Mais voilà, c'est ça. Donc c'est pas énorme. Compte tenu de l'impact, de l'ampleur sur la santé publique et tout en France, j'étais la semaine passée hier, je prenais l'avion et il y a un groupe de douaniers qui devait certainement sortir d'un séminaire et on a bavardé parce que l'aéroport était vide, j'attendais l'avion. Et à l'évidence, c'était la thématique. Ils m'ont cité les chiffres que l'après-midi, tout dans la foulée, j'ai vu sur 50%, 50% de la cocaïne passe par chez nous. Voilà. Donc, quand il y a 50% de la cocaïne qui passe par la Martinique, 2 ou 3 radars, quelques bateaux patrouilleurs, c'est pas cher à payer. Mais le préfet a annoncé qu'ils arrivent. Hein. Oui, ça fait longtemps qu'on a... Non, mais ils arrivent, là, paraît-il. Moi, ce que j'ai retenu dans ce rapport, c'est ça ouvre le débat sur une répartition claire des rôles de chacun. Ouais, L'État doit jouer son plein rôle sur ses prérogatives. Les collectivités territoriales doivent se recentrer sur leur rôle. Et il faut qu'on arrête de chevaucher les responsabilités des uns sur les autres. C'est peut-être ça aussi que ça ouvre comme débat, en fait. Et ce qui est intéressant, ce qui ne veut pas dire que les collectivités n'ont pas de pouvoir. Non. Et donc, moi, je trouve que c'est ça qui est intéressant, c'est de voir qu'on reconnaît les pouvoirs et les compétences de chacun. En espérant qu'on va renforcer notre police municipale. Que je vous explique pourquoi le prochain sujet m'a semblé intéressant, c'est que la population est de plus en plus vieillissante, donc nécessairement, elle a besoin de ressources, de secours médical. Et c'est la raison pour laquelle j'ai demandé à Emmanuel de nous parler des récentes avancées médicales et de découvertes prometteuses, d'après le titre de l'affiche que... Oui, alors ce sont les grandes avancées de la science avec leur traduction médicale. Et c'est vrai que là, on est dans quelque chose de profondément humain, puisque l'homme est en recherche depuis les origines des moyens les plus performants pour se soigner, pour faire durer sa vie dans le temps de son existence. Et donc, c'est un défi qui est permanent. Et moi, ce que j'ai trouvé intéressant dans ce sujet, c'est de rappeler quand même que l'évolution des avancées médicales s'est faite de manière relativement lente tout au long de l'humanité. Il y avait déjà, à l'époque de l'Antiquité, il y avait déjà un bassin de pratiques qui sont peu ou prou celles utilisées encore aujourd'hui. Il y a eu quelques révolutions. Bon, il y a eu Hippocrate, si on se met du côté de l'Occident, on va dire, qui a été l'inventeur de la médecine moderne. Mais bon, on parle de quelque chose qui date de 3 ou 4 000 ans quand même. Il y a eu la découverte des vaccins bien plus tard. Il y a eu la découverte des antibiotiques par Alexander Fleming plus récemment. Voilà les quelques grandes ruptures. Et puis on arrive au XXIe siècle. Où ça s'accélère. Où là, ça s'accélère. Et là, je pense qu'en 20 ans, la médecine a fait plus de progrès qu'en 5000 ans, en fait. Ouais. Parce qu'il y a une espèce d'accélération de la recherche, notamment stimulée par des moyens technologiques totalement nouveaux, en particulier l'IA, qui a été un véritable booster d'apport technologique. Et là, on assiste à des bouleversements qui sont magistraux. On est dans une vraie révolution de la santé et on est à l'aube de découvertes fondamentales qui vont complètement
renverser les pratiques qui vont sans doute allonger la durée de vie. Et là, bon, je ne vais pas lister Oui, tout ce que tu c'était m'as donné, énorme. mais ce que j'ai essayé de répartir sur les 4 grands sujets qui me paraissent assez clés à retenir. Il y a d'abord les vaccins personnalisés contre le cancer. Ça, c'est une véritable révolution. On va adapter le vaccin à ta personne en fonction de ton ADN, en fonction de ta structure moléculaire. Enfin, on ira très loin dans la manière d'appliquer le vaccin. Et là, parce que l'IA permet d'analyser de manière ultra rapide les données génétiques des individus, et donc ça permet de produire des médicaments totalement adaptés. Il y a également les traitements révolutionnaires contre l'obésité, puisque l'obésité, c'est une pathologie relativement récente à l'échelle de l'humanité, mais très importante. En Martinique. En Martinique en particulier, mais en Europe également. En particulier, tu as complètement raison. Et là encore, il y a des avancées avec notamment des nouvelles molécules innovantes qui ont été trouvées, comme la rétatrudine, qui permettent une perte spectaculaire de poids de près de 25% en 11 mois. Donc on est sur des ruptures technologiques. Il y a aussi la bioimpression 3D, parce que maintenant on fabrique des tissus. Donc on peut recomposer des tissus, des muscles, des os, enfin ce qui nous appartient dans notre propre organisme. On peut maintenant le modéliser, le fabriquer et générer des tissus complémentaires. Et tout ça, Donc rajeunir. rajeunir, en tout cas modifier le tissu abîmé. Enfin, Okay. on est dans cette régénération-là. Alors, bien évidemment, en arrière-plan, il y a le fameux rêve qui fait peur, qui est le transhumanisme, où il y a quand même des grandes firmes qui, aujourd'hui, disent le grand enjeu, c'est de vaincre la mort. On en est là. Et d'ailleurs, il y en a même qui prétendent que l'homme immortel est déjà né, compte tenu des avancées technologiques. Donc, il y a tout ce débat. Alors là, on navigue entre réalité d'innovation et fantasme, mais c'est pour vous dire à quel point jamais l'humanité n'a osé parler aussi précisément de ce type de sujet. On y est aujourd'hui. Et ce que le fil rouge de tout ça, je trouve, c'est l'IA. L'IA, l'intelligence artificielle qui s'est emparée de toutes ces innovations, qui est en train de les booster dans toutes ces dimensions, et qui n'en a pas encore pris la mesure de toutes les innovations que ça va produire. Mais en tout cas, voilà, nous vivons là, en ce moment, dans la fraction de notre temps de l'histoire qui connaît une accélération phénoménale en matière de progrès, et notamment en matière de progrès médical. Alors, j'ai essayé d'interroger l'IA, on pose la question toute idiote. Toutes ces innovations, en citant tout ce que tu as évoqué, sont-elles éventuellement applicables en Martinique? Je vais vous lire le début de la réponse, parce que la réponse, elle fait 1 kilomètre. Les avancées médicales récentes que vous mentionnez sont prometteuses. Cependant, leur mise en œuvre en Martinique varie en fonction des infrastructures locales, des ressources disponibles et des collaborations établies. Voici un aperçu de leur applicabilité actuelle dans la région. Et il signale, entre autres, ça m'a bien plu, il signale quand même la relation étroite qu'il y a entre, c'est Gustave Roussy et la Villejuif, le centre de cancérologie, d'oncologie, avec quand même. Et ça, je reviens à la conférence qu'on avait organisée avec M. Alexander. Oui. Et où il est vraiment l'homme adéquat, idoine pour éventuellement penser à l'applicabilité, à l'application, on va dire, c'est plus simple. Ce qu'on ne sait peut-être pas, moi je me souviens il y a 10 ans, c'est-à-dire ça fait déjà quelques années, il y avait au CHU de la Ménard un service IA qui avait développé une intelligence artificielle, donc on était bien avant ce qu'on connaît aujourd'hui, mais qui produisait des diagnostics, notamment en cardiologie, qui était extrêmement performante. Donc la Martinique était très novatrice dans le sujet. Il y avait un programme qui était financé, et bon, qui s'est arrêté faute de financement, mais qui a quand même vécu pendant plusieurs années. Et donc la Martinique a été, d'une certaine manière, pionnière en la matière, sur l'IA applicative en matière de santé et de traitement des pathologies. Mais en matière de cardiologie, la Martinique est toujours très performante. Hein. C'est toi qui disais comment tu avais quelqu'un de Saint-Martin qui était venu se faire soigner et qui était très content. Mais toute la Caraïbe qui vient. Hein. Toute la Caraïbe vient. Hein.
Ah, Bon. Johnny Hallyday venait se faire soigner Ouais. régulièrement en Martinique, hein, alors même qu'il était Oui, sur cardio, des îles notamment bien cardio. plus riches, et notamment Mais sur la cardiologie. il aimait beaucoup le rhum, je ne dis pas lequel, ça c'est Non, la ne dis pas les publicité. marques, nous n'avons pas le droit. Oui, de dire le marque. Et non, alors, ce qu'il y a, c'est que vous vous souvenez que très tôt à la MENA, c'est pas de la publicité qu'on fait, mais il faut arrêter de faire le bashing. Le bashing, c'est bashing, le mauvais traitement de ce qui est à nous. Très tôt, il y a eu des opérations chirurgicales qui se sont faites par visioconférence avec des professeurs éminents de France et qui guidaient les professeurs ici. C'est quand même quelque chose de pointe, quoi. Hein. Et c'est un atout. Et cette façon que l'on a... Et chaque fois que je parle de ça, je vois les médecins, le personnel médical qui était venu vous donner un coup de main pour le Covid, qui avait été vilipendé, qui avait été, etc. Ça me peut m'empêcher de penser à ça. Il y a des choses plus positives. On pourrait laisser, c'est déjà le passé. Que ça va plus se passer, pour répéter le mot. Plus jamais, Plus jamais lancer des cailloux ou insulter des médecins qui venaient soigner. Leur dire de rentrer chez eux. Mais nous avons quand même un outil extraordinaire qui soigne des gens, une population vieillissante et un personnel compétent. Bon, alors, c'est sûr que le côté réellement hôtelier dirigeant, de certains bâtiments laisse à désirer, mais qu'est-ce que ça fait? Bon, c'est vrai que j'ai eu une petite opération, il y avait des coqs qui chantaient dans la nuit. Bon, j'avais bien envie de lancer des cailloux, mais enfin, c'est anecdotique. Quand j'ai vu qu'en une semaine, on avait réglé mon problème médical et que j'étais sorti sain et sauf, prêt là à faire des émissions avec vous, et qu'ailleurs, je ne sais pas comment j'aurais fait. Qui c'est qui fait le prochain sujet? Eh bien, ce sera toujours Emmanuel. Ah, c'est Toujours, tous les enjeux de santé publique. c'est la suite, en fait. C'est la suite, l'application. C'est de faire la photographie sur l'état de notre système de santé en Martinique, de santé publique en Martinique, et de comparer un petit peu ce que l'on est, ce que l'on fait par rapport à d'autres théâtres, notamment l'Europe et en particulier l'Hexagone. Et en fait, bon, là aussi, pour aller très vite en besogne, rappeler quelques idées simples. On est parti de très loin et on a rattrapé très vite un immense retard. Et à tel point qu'aujourd'hui, là aussi, il faut savoir se réjouir quand ça va bien. On est arrivé à un niveau de santé publique complètement comparable à ce qui se pratique dans l'Hexagone. Ce qui n'était pas le cas il y a 10 ans ou il y a 20 ans. Donc on est sur un chemin de progrès qui est rapide. Donc là encore, il faut rendre hommage à tous ces acteurs de la santé qui œuvrent en Martinique, qu'ils soient médecins, qu'ils soient dans l'administration, qu'ils soient dans les différents services, l'ARS, etc. Il y a un travail de fond qui est fait et qui porte des fruits. Dans un contexte qui est difficile, parce qu'on a quelques particularités. D'abord, la première d'entre elles, c'est la différence sociodémographique de la Martinique. On est un peuple vieillissant, donc on a un taux de personnes âgées bien plus important chez nous que dans l'Hexagone. Je te le donne, je te le chiffre, 4 personnes sur 10 sont âgées de 65 ans et plus. Voilà, et donc avec cet âge important, c'est accompagné de pathologies de la vieillesse et forcément de morbidités spécifiques qui peuvent, dans les statistiques, remonter du fait que la part des gens atteints de ces pathologies est plus importante chez nous qu'ailleurs. Mais quand on corrige tous ces biais, on s'aperçoit qu'on est quand même plutôt bien pourvu. Oui. Alors, il y a les particularismes, il y a ce qu'on vient de dire, il y a aussi les écarts d'espérance de vie. Enfin, même l'espérance de vie est équivalent, mais oui, le contexte socio-économique, notamment lié à la pauvreté, où là, il y a des facteurs aggravants liés au fait que, effectivement, le taux de chômage est 2 fois plus important, et on sait aujourd'hui que le lien santé et précarité est étroit. Le lien entre santé et pauvreté est étroit. Or, le taux de pauvreté chez nous est 2 fois plus important que dans l'Hexagone. Alors, tout ça est compensé partiellement, mais pas complètement, pour le coup. Mais donc, ça veut dire que là, le sujet est d'abord de s'attaquer à la pauvreté, d'abord de s'attaquer à ces sujets socio-économiques, et que théoriquement, le progrès médical s'accompagnera du fait de l'infrastructure dont on dispose. Voilà, donc on a quand même fait des progrès énormes en matière de mortalité infantile, où là, on commence à arriver à des seuils
qui sont tout à fait comparables à ce qui se passe par ailleurs. Il y a des maladies chroniques qui sont prises en charge. L'obésité, on en a parlé tout à l'heure, c'est un sujet spécifiquement martiniquais. Il y a la pauvreté aussi. Lié à la pauvreté, ça fait partie des comportements, mais qui appellent des réponses aussi médicales adaptées. Le taux de cancer, là aussi, c'est très particulier parce que quand on met tous les cancers, la Martinique est mieux lotie que la France en matière de cancer, donc on est plutôt mieux servi. Et puis quand on creuse dans les différents cancers, on en trouve certains où là, pour le coup, il y a une amplification. Et c'est notamment le cancer de la prostate. Prostate, sein, colorectum, col de l'utérus, où il y a une prépondérance. Alors, ce qui est intéressant, c'est d'abord de les identifier, de flécher l'énergie dessus, mais on est sur un... Parce que c'est toujours intéressant, c'est toujours dangereux de surexposer ce qui va mal et de laisser penser qu'on est dans un gouffre terrifiant. Non, il y a des choses qui vont bien. Et parce qu'on le dit, on sait aller chercher là où ça va moins bien pour mieux travailler et mieux flécher les énergies. Et c'est ce travail que font relativement bien tous les acteurs de la santé publique en Martinique. Il y a un point sur lequel je pense qu'on pourrait signaler, c'est la question de la prévention. Et c'est là où on recoupe les questions de la pauvreté, de l'illettrisme, etc. Parce que les personnes qui ne savent pas lire, et les personnes âgées qui n'ont pas de rapport avec l'informatique, ce sont donc maintenant où le plus souvent il faut prendre des rendez-vous en passant par Internet, etc. Ça décourage les gens d'avoir des visites régulières. La question du médecin traitant qu'il faut avoir, mais est-ce que vraiment toutes les personnes ne vont pas voir régulièrement leur médecin traitant? Même quand on sait que votre médecin traitant vous ordonne un bilan, c'est gratuit. C'est gratuit, mais les gens ne le font pas. Et donc, moi, je pense qu'il y a pour pouvoir justement diminuer les cas de maladie, il faut faire en sorte que les personnes fassent régulièrement des examens et des bilans. Et donc, cela demande de lutter contre l'illettrisme et contre ce sont les facteurs périphériques au médical. Mais qui ont des effets directs. Exactement. Et pareil, tu pourrais aussi rajouter la communication. Parce que le système de communication autour de la santé publique, il est calibré sur l'Hexagone. Et alors ici, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits. Depuis le Covid. Absolument. Et ça aussi, il faut rendre hommage à ces professionnels qui ont compris qu'il fallait adapter les messages, la manière d'aborder culturellement les populations par rapport à leur santé. Donc, toutes ces réflexions sont menées. Alors, elles ne sont pas toutes abouties. En tout cas, elles sont menées. Là aussi, il faut applaudir tous ces efforts qui sont menés ici. Les femmes les moins diplômées sont 2 fois plus touchées par l'obésité que celles ayant un diplôme supérieur au baccalauréat. C'est frappant, ça veut dire que ça me rappelle un peu le procès qui avait été fait à Eddie Marajo, quand il avait évoqué justement le niveau culturel de la population et du comportement par rapport au complotisme, par rapport aux idées, etc. C'est une réalité, quoi. C'est-à-dire que et c'est ce que nous essayons de faire. C'est-à-dire que sans être passé par les bancs d'école, c'est de donner des éléments de compréhension, d'appréhension de la réalité pour progresser, quoi, pour le bien, pour le vivre ensemble, pour le bien-être. C'est ce que nous essayons de faire. Le système l'impact, le lien entre culture et santé, on pourrait faire le même entre culture et violence. La culture, c'est le pivot essentiel. Quand on parle, on a besoin de 2000 mots. Quand on écrit et quand on lit, on a besoin de 20 000 mots. Donc forcément, la richesse liée à la lecture, à ces pratiques exigeantes, est d'autant plus importante qu'elles permettent de régler des problèmes. Absolument. La culture, et si je peux me permettre, les valeurs. L'éducation, ce n'est pas nécessairement la culture. C'est la culture dont tu parles, mais c'est vraiment un peu le caviar, la culture. Mais les valeurs, la base, c'est l'éthique et la transmission de cela, c'est important. Et j'abonde dans votre sens, mais particulièrement quand Daniel a parlé de cette prévention des aînés. Et il faut souligner qu'on a beaucoup de départs de jeunes aujourd'hui qui n'ont pas nécessairement les opportunités professionnelles. Les familles se délitent, se divisent sans faire du tout du discours négatif. Mais aujourd'hui, les aînés sont de moins en moins entourés.
fatalement, puisque les générations qui arrivent souhaitent un avenir meilleur et quittent la Martinique faute d'opportunités. Moi, je me suis posé la question, pour avoir eu ce problème, comment quelqu'un qui est d'éducation très moyenne peut se débrouiller, qui a un certain âge, donc qui a eu glaucome, qui a eu cataracte et autres, comment peut se débrouiller pour lire les notices, les modes d'emploi des médicaments, et puis surtout lorsqu'on leur donne des substituts, comment ça s'appelle, il y a le générique, et puis il y a des produits qui changent de nom pour une maladie. Générique. Comment ils font? Alors, j'ai eu un embryon de réponse tout récemment. Il y a des pharmacies qui leur préparent leur semainier Oui. pour qu'ils puissent en sortir, les pauvres. Mais ça, c'est peut-être le facteur de mortalité terrible. Oui. C'est lui qui n'a pas recours à la pharmacie pour que chaque semaine, on lui donne des médicaments à prendre, avec travail les jours incroyable. et tout. Comment il fait quand les médicaments changent de nom, quand les boîtes changent de couleur et tout. Ce sont des réalités. Il faut qu'on en tienne compte pour le vivre ensemble. On va adopter ça. Hein. On va appeler l'émission Vivre ensemble. Génération Y et Z, une collaboration. Ça sujet m'a permis, Frédéric, de bien distinguer ce que c'est que la génération Y et Z. Une collaboration impossible, astuce pour déconstruire les préjugés. C'est toi qui vas t'embarquer dans ça. Oui, alors la génération Y, pour ne pas que nos téléspectateurs aient peur tout de suite, je vais la qualifier. Ce sont toutes les personnes qui sont nées entre 1980 et 1995. Et la génération Z, ce sont les personnes nées, qu'on appelle aussi les digital natives, ceux qui sont nés dans le digital, dans l'informatique, ce qu'on appelle aujourd'hui l'intelligence artificielle dans ses conséquences. C'est la fin des années 90, ils sont nés fin des années 90, début des années 2010. Et le texte que tu m'as communiqué, c'est de savoir comment ces personnes qui sont aujourd'hui les années 80, cette génération Y, qui est aujourd'hui cadre, généralement cadre, manager, dirigeant, arrive à intégrer cette génération Z, puisque la génération Z, on est sur des jeunes aujourd'hui de la vingtaine, de la trentaine dans les entreprises. Et tout le sujet, c'est de comprendre plutôt que juger. C'est-à-dire que vous n'êtes pas sans savoir. Je ne vais pas qualifier de quelle génération vous provenez, tout un chacun, mais vous êtes jeune, je vous rassure. C'est sûr qu'on n'est pas dedans. Et vous n'êtes pas sans savoir que je vais vous partager ce que j'ai appris quand je suis partie aux Émirats. Vous n'êtes pas sans savoir que nous avons à chaque génération une tendance à dire voilà, avant c'était mieux, et c'est jeune. Vous aussi, vous l'avez dit de notre génération, et moi je l'ai dit des générations qui arrivent. Et cette génération qui arrive, cette génération Z, elle est pour être synthétique, elle est considérée comme volatile, susceptible, on ne peut rien lui dire. Elle est certes très développée en termes de communication, elle sait utiliser les réseaux sociaux, elle a le talent de l'image, l'art de l'image, mais on lui reproche de ne pas lire, de faire beaucoup de fautes d'orthographe, d'écrire en SMS, ce qu'on appelle écrire en SMS. Enfin, on ne veut plus lui demander d'envoyer d'emails. Et parfois, on n'a pas nécessairement envie d'embaucher, alors que c'est par manque de sérieux, parce que pour nous, ce sont nos critères de sérieux. Ne pas faire de faute d'orthographe, pour eux, c'est juste une norme qui n'a pas de sens. Bon. Oui. Alors, pendant cette convention, j'ai eu la chance d'être en convention Vatel, donc tous les ans, les écoles se réunissent, et c'était sur justement les problèmes générationnels avec la génération Z. Et là, après arrive... Je ne savais pas que ce serait la thématique de ton... Non, mais Gérard, tu es un médium spontané. Je suis, c'est vrai. Je m'étonne. Et donc, nous avons eu Marine Adang, pour respecter son travail, la directrice de Higher Education for You Foundation, c'est-à-dire vraiment, elle est focalisée, elle fait des statistiques en permanence sur la jeunesse, et elle a sorti sur 50 000 participants dans le monde entier, sur cette génération 15-29 ans, avec 70 partenaires, 3 000 ambassadeurs, partout dans le monde, excepté la Russie, du fait du contexte que nous connaissons. Quels sont les critères de bonheur? Quels sont les critères de bonheur personnel pour ces générations? Parce que pour bien comprendre les personnes qu'on manage, il faut comprendre après quoi on court. Oui. Certains courent après l'argent, certains courent après la reconnaissance, certains courent après le confort. Enfin, on a tous nos critères, mais nous avons des raisons. Et pour pouvoir s'adapter, il faut comprendre tout simplement les raisons. Et donc, si vous me permettez, je vais vous partager les résultats. Donc, en Occident, donc entendez Europe, États-Unis et bien sûr la Martinique, la Guadeloupe, etc. Ce sont les relations sociales et interpersonnelles qui sont importantes en entreprise.
Donc vous voyez bien le choc par rapport à des personnes un peu de nos générations dans l'efficience, dans la rentabilité, la productivité. Ce sont des personnes qui soulignent, des rapports et des personnes qui soulignent le problème de la crise de santé mentale dans la jeunesse. On a une grosse crise de santé mentale et il y a une perception, au vu de ces statistiques, d'un problème en Occident. 30% des jeunes se disent anxieux de consulter les réseaux sociaux et on a même appelé ce mouvement le FOMO, c'est-à-dire la fear of missing out, c'est-à-dire la peur de rater quelque chose. Ils sont dans l'anxiété permanente en scrollant de rater une annonce, rater une actualité. Tu ne savais pas ça. Enfin, c'est un stress. Pour nous, nous, on en sourit. Mais non, en fait, il ne faut pas en sourire parce que c'est très lié aux smartphones et aux réseaux sociaux. Et la conclusion est que l'hyperconnexion pour cette génération Z, c'est une hyper-déconnexion. Et des études sur Harvard sur 70 ans, pour globaliser un peu, toutes classes confondues, sur ce qui rend heureux ces jeunes, ce sont les relations sociales de qualité. Oui. Donc, quand ils arrivent dans nos entreprises, qu'on leur donne des objectifs, qu'on travaille un peu à l'ancienne avec cet ultra-capitalisme aussi ambiant de l'autre côté. Mais Google et tous les GAFA l'ont très bien compris avec leur canapé, leurs jeux, comment on appelle ça, Emmanuel aide-moi, leur baby-foot, leur console. En fait, ils séduisent cette génération tout en ayant, de façon un peu cynique, leur agenda, leurs objectifs pour pouvoir attirer les têtes et les ingénieurs. Ça fonctionne. Mais nous, on n'est pas les GAFA, les PME, les TPE, etc. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre pour nous, c'est que ces jeunes-là, ils sont en souffrance et ils recherchent avant tout, avant de rechercher une entreprise et un moyen de gagner de l'argent, ça c'est après. Peut-être, ils cherchent une famille parce que depuis qu'ils sont jeunes, ils ont des interactions, on va dire, informatiques, connectées et en fait, ils ont une soif de relations humaines. Ouais. Et j'entends souvent des chefs d'entreprise, des managers, des employés me dire « je ne suis pas sa maman ». Je ne suis pas son papa. Et par exemple, on a aussi ce qu'on appelle chez eux la Great Resignation, la grande résignation. Ces jeunes sont en souffrance. Ils restent 1 an ou 2 et après, ils partent découvrir le monde pour en réalité se découvrir eux-mêmes. Et en fait, elle a expliqué que ces statistiques et ces résultats étaient très liés à l'Occident, tandis que dans les autres parties du monde, ce qui prime, c'est le succès individuel. Un petit peu comme nous, nos générations précédentes. Là, c'est comme une sorte de bout d'un cycle pour une jeunesse qui ne va pas au mieux, et particulièrement en Occident. Et ma conclusion aujourd'hui, c'est de dire que je ne crois pas que les GAFA aient donné une solution, enfin les séduire et en fait, pas se moquer d'eux, mais les manipuler, je ne crois pas que ce soit la solution. Et nous-mêmes, on ne va pas se changer. Moi, je ne suis pas du tout là en entreprise pour être en famille. Je suis en entreprise pour construire économiquement et pouvoir, même si nous avons de bonnes relations, mettre en place des perspectives, des objectifs et une expansion. En fait, c'est que nous devons tous ensemble redéfinir le monde de l'entreprise. Est-ce que le monde de l'entreprise, c'est un monde financier de prédation? Alors, je vous rassure, ce n'est pas comme ça que je le vois, mais c'est un peu l'extrême du capitalisme d'où nous sortons et où nous sommes en train de replonger avec cet ultra-capitalisme ambiant et trumpiste, enfin, pour aller vite. Ou bien est-ce que nous voulons que l'entreprise, sans être une famille et sans être beaucoup trop personnelle, ne soit pas un lieu d'affection réelle, de construction, tout en étant pérenne? Quelle est l'image que nous voulons donner aujourd'hui à l'entreprise? Je n'ai pas de solution, mais quand je lis que cette génération elle a des choses à nous apprendre, quand je lis tout ce qu'elle a traversé, tout ce qu'elle souffre et tout ce qu'elle peut apporter à notre monde, finalement, est-ce qu'on n'est pas heureux d'aller au travail quand on s'entend bien avec ses collègues? Est-ce que nous ne sommes pas contents à chaque fois, nous tous assis autour de cette table, nous ne frétillons pas de nous retrouver parce que nous nous aimons bien? Est-ce que finalement, cette génération ne nous apporte pas un peu plus d'amour et de sens à notre travail? Tu as totalement raison. J'ai l'exemple proche d'une jeune femme qui vient de changer d'entreprise et sa préoccupation première, ce n'est pas l'aspect technique, parce qu'elle fait effectivement quelque chose qui la passionne, qui l'intéresse, mais sa préoccupation première, c'est de savoir quelles seront ses relations avec les membres de l'équipe. Et moi qui entends les conversations entre la mère et la fille, je me dis, mais de quoi elle parle? Alors, la mère, qui est d'une finesse extraordinaire, s'applique à retenir le prénom des membres de l'équipe, et de lui dire et comment ça va avec Paul aujourd'hui, est-ce que tu as eu, mais qu'est-ce que c'est que ça? Donc c'est de l'apprentissage de haut niveau d'une matière particulière, mais parler de ce qu'elle va apprendre, de ce qu'elle fait, de l'enseignement qu'elle a, et d'abord c'est ça, ton prisme d'efficience, ton prisme ton prisme professionnel, le mien aussi, puisque je fais partie peut-être plus de cette génération. C'était mes parents, vous êtes la génération de mes parents, et eux,
complètement Oui, mais différent. à peine de nous rappeler que nous sommes la génération de nos parents. On a doué ta mère, Claude Dispagne, avocat charmante, enfin tout le monde sait ça. Pas à peine de le dire. Mais non, c'est Mais pas qu'est-ce que pour ça. j'allais dire ce sujet a été très bien traité. Je te félicite, mon enfant. À quoi sert le carême en plein dedans? L'ascétisme des différentes religions. On va dire quelque chose de... Oui, moi je trouve, bon, enfin c'est évidemment pas par hasard, après un carnaval, que nous parlions du carême, Ah oui, puisque on nous est sommes, dedans. nous sommes dans le carême. Attends, le deuxième jour. Alors, déjà, je veux dire, rappeler que bon, ben, il n'y a pas que la religion catholique. Hein, Absolument. il y a la question du carême. Alors, peut-être une définition avant. Oui. La définition du Du carême, carême. d'abord, ça ouais, nous concerne. ça nous concerne. La définition du carême, c'est la prière, le jeûne et le partage. Oui. Ce sont les trois piliers du carême. Avant, on ne disait pas partage, on disait aumône. Oui. Mais Ouais, là, mais on a élargi la notion parce que c'est... Donc, c'est ça. Et ça, c'est la religion catholique. Mais on se rend compte que la tradition catholique se retrouve aussi dans l'islam avec le ramadan. Et c'est les mêmes piliers, c'est le jeûne, la prière et le partage. Et le partage aussi. Alors, souvent, on parle des trois religions monothéistes. Quand on parle de la religion catholique, de l'islam, on parle de la religion juive. La religion juive n'a pas l'équivalent du carême. Parce que le carême dure 40 jours dans la religion catholique, le ramadan dure 30 jours. La religion juive n'a pas l'équivalent, mais elle a quand même un jour de jeûne, qui est le Yom Kippour, qui se passe en octobre, et c'est le moment où le jeûne sert à, comment dirais-je, prier pour les péchés, pour la disparition des péchés individuels et collectifs. Le grand pardon. Oui. Et d'autres religions, d'autres religions, comme par exemple le bouddhisme, retiennent la question de l'ascétisme, du jeûne, comme étant un moment de purification, un moment de pouvoir entrer en contact avec la divinité. Donc la question du jeûne est un élément important dans pratiquement toutes les religions. Et ce qui m'a frappé aussi, en voyant, c'est des choses qu'on sait mais qu'on oublie parfois, c'est pas un hasard si le carême vient après le carnaval et que c'est la religion catholique qui a fait en sorte que les dates, parce que le carnaval, ça date de l'Antiquité romaine, hein, c'est quelque chose de très, très, très ancien, mais c'est la religion catholique qui a fait inscrire le carnaval avant le carême. Et le carême, ça permet de se préparer pour la Pâque à la venue du Christ. 40 jours après. Et alors moi j'ajouterais que même si on est athée, même si on n'a pas de religion, le jeûne, c'est une façon de soulager le corps d'excès qui ont été pratiqués. Et il y a des personnes qui le font très naturellement. Quand elles se disent qu'elles ont mangé trop riche, trop gras, eh ben elles vont faire un jeûne. Et puis on entend parler du jeûne intermittent de plus en plus. Mais la question du jeûne, ça me fait penser à une notion qu'on a utilisée pour l'environnement, souvent ici, qui est la sobriété. La question du jeûne, c'est en fait une question de mode de vie. Face à une société hyper consommatrice qui demande de consommer à tout va, que ce soit de la nourriture ou des objets, le jeûne, qui peut être alimentaire, mais aussi qui peut être une façon de vivre plus sobre, moi je trouve que ça peut nous permettre d'être une période de transition et une façon de se retrouver en fait avec soi-même. Donc, oui. Par exemple, pour employer une expression martiniquaise, mollir sur les réseaux sociaux. Par exemple, ça pourrait être ça. Ça pourrait être ça. Ça pourrait être essentiellement ça maintenant. Oui. Alors, et dans le partage, ça pourrait être le partage des relations humaines, vraies, naturelles, écouter l'autre, etc. Et on a l'impression aussi qu'une société, même pour les gens qui ne sont pas croyants, ils ont le sentiment quand même qu'on a besoin d'une pause. Après une période qui était une grande période de toutes sortes d'excès, on a l'impression quand même que la société elle-même, parce que bon, il faut reconnaître que la société martiniquaise, qui est catholique dans sa grande majorité, le carême est respecté. Moi, je suis pas loin d'une boîte de nuit, et ben elle ne fonctionne pas pendant le carême.
Ça, donc c'est rentré vraiment dans les mœurs, La tradition. dans les trucs. Et je dirais que Il n'y c'est a quasiment pas. pas d'événement pendant le carême. Voilà. Donc recentrons-nous sur nous et profitons-en pour. Donc, vous êtes tous pour le jeûne, le partage. Moi, c'est carême toute l'année, hein. Je plaisante. Il nous reste 1 minute 50, très précisément. Le carnaval cette année, le carnaval, comment il était? Ah, mais je ne peux pas te répondre. Moi, je Excuse-moi. Non, ouais, dans mon Je peux oui, dans mon- Il était touristique. Il y avait énormément de touristes dans les Il y rues. avait des bateaux de la Je rade. trouve ça formidable, Oui. je ne m'en cache pas. Je trouve que notre carnaval martiniquais est différent du carnaval guadeloupéen, qu'il est plus spontané, plus original, plus spontané, il a ses charmes. On ne s'y attend pas parce qu'il est moins structuré. Donc voilà, que par rapport au carnaval guadeloupéen, il le semble en tout cas. Et les touristes, dans le sud de Couret à Sainte-Luce, il y a même un char dédié aux touristes. J'ai trouvé ça incroyable. C'était, c'est l'Office de tourisme du Sud qui avait organisé cela, je crois. En tout cas, une institution du Sud. Également, au centre-ville de Fort-de-France, j'ai eu le plaisir d'être le juré des Braque-Jacques. Je n'ai pas pu honorer celui de mariage burlesque, mais j'y aurais été avec plaisir, organisé par la Mission Carnaval. Et il fallait voir les Braque-Jacqueurs très fiers, c'est vrai, d'exposer leurs œuvres locaux aux Martiniquais, mais il me disait les touristes, il me disait les touristes, ils ont vraiment beaucoup apprécié notre travail, hein, ils étaient fiers. Donc quand on voit cette fierté, et à juste titre, des braque-jacqueurs, des touristes, ce contentement des touristes qui faisaient des photos, des selfies, etc., on se dit, mais en fait, qu'est-ce qui coince, quoi? Quel est cet écran entre nous? Enfin, bref, en tout cas, je sais qu'il y a de l'avenir parce que nous plaisons. Et il y avait donc ces croisiéristes qui se baladaient et qui ont eu un accueil formidable puisque c'était sur la savane, ce dont je vous parle. Et tout le carnaval, j'ai des amis, j'ai des amis touristes qui sont là, qui m'ont dit mais c'est formidable ce que vous faites. Donc voilà, j'ai beaucoup de. Je ne dis pas que le carnaval est un produit touristique, c'est une authenticité, mais cette authenticité plaît aux touristes parce qu'on n'a plus les touristes comme œufs au plat. Si je puis dire, des années 80, avec un peu nostalgique, qui venaient pour consommer du balnéaire. On a des touristes qui sont devenus ce que j'appelle des voyageurs, une montée de conscience du touriste qui veut découvrir la personne, qui ne veut pas la consommer une destination, mais qui veut savoir qui est l'autre, qui est son alter, qui est le Martiniquais, qui est l'Indonésien, qui est le Thaïlandais. Voilà. Donc c'est une opportunité parce que nous pourrons être nous-mêmes avec un voyageur qui souhaite nous rencontrer et le rencontrer aussi. Vous ne trouvez pas que c'est une belle façon de terminer cette émission, avec une note d'optimisme, avec un peu de lyrisme, etc., avec un petit sourire. En tous les cas, je vous remercie tous les trois. Merci Gérard. Un petit coucou à Christian qui va certainement nous écouter. On n'a pas eu de musique cette fois-là, mais on va y pourvoir si entre-temps. À la semaine prochaine, et puis merci d'avoir été présent pour la rentrée. Alors, ce ne sont pas des excuses, mais enfin, je suis très content des 2 dernières émissions qui ont été faites, sans que ça soit des best-of, mais c'était des montages qu'on a fait pour pallier les absences de certains d'entre vous. Vous êtes toujours en train de voyager. N'est-ce pas? Et donc, je vous remercie d'avoir fait bon accueil à ces 2 dernières émissions, et je remercie Max Monrose, Mehdi, David et tout le monde.